Bienvenue à tous à ce webinaire. On va examiner un petit peu les impacts de la COVID-19 sur la commercialisation des grains. On s'entend tous que c'est une situation assez exceptionnelle, alors on va essayer un petit peu de l'aborder sous différents angles. Alors, on va commencer par les scénarios économiques. Ceux d'entre vous qui aiment bien les modèles économiques, vous avez peut-être entendu parler du V, du U, du W ou même du L. On va commencer par le premier scénario, le V. Bon, dans les quatre cas, de toute façon, on parle d'une chute brutale de l'activité économique, mais c'est ce qui arrive ensuite qui diffère. Dans le scénario V, qui est le plus optimiste, on parle d'une chute brutale, oui, mais qui est suivie d'une reprise économique rapide. Donc, c'est un confinement qui est court et un retour à la normale au troisième trimestre de 2020. Il y a peut-être encore des gens qui disent ou qui prétendent qu'on est dans un scénario V, mais je vous dirais que c'est de plus en plus clair, malheureusement, que ce n'est pas le cas. Regardons maintenant le U. Après la chute brutale de l'activité économique, cette fois, on a une période limitée de stagnation économique, un confinement un peu plus long, et malgré tout, quelque chose d'assez optimiste dans le sens qu'on prévoit un retour à la normale au quatrième trimestre de 2020. Ça semble de moins en moins le cas. Allons-y au scénario W. Cette fois, on a une reprise économique avec une rechute. On a d'autres éclosions, des retards dans le contrôle de la pandémie. Et je vous dirais, on est pas mal déjà dans ce scénario. La preuve, on a à nouveau des éclosions rapportées en Chine, dont à Pékin, la capitale. Dans ce cas-ci, le retour à la normale se ferait plus tard, début 2021, premier ou deuxième trimestre. Et finalement, on a le scénario en L, qui est le plus pessimiste. La chute de l'activité économique est brutale et elle est suivie d'une longue stagnation. La pandémie n'est pas contrôlée pour un long moment et au fond, on n'a pas un vrai retour à la normale avant 2022. Je vous dirais, et j'espère me tromper, on semble se diriger pas mal vers un scénario en L pour différentes raisons, dont d'ailleurs le chômage qui devient un vrai fléau. Et ne vous fiez pas juste aux annonces des licenciements. Les vrais problèmes vont émerger à l'automne lorsqu'on verra que les embauches n'auront tout simplement pas lieu. Alors maintenant, allons dans le vif du sujet. On va aborder quatre thèmes ici. D'abord, celui de la production animale. Comme vous le savez, il y a eu différentes fermetures ou ralentissements de cadence de production dans des abattoirs partout en Amérique du Nord, au Canada, au Québec, et aussi dans des usines de transformation. Toutes ces usines ont des problèmes de contrôle de la COVID à cause des conditions de travail. Elles essaient de s'adapter. Il y a eu beaucoup d'améliorations faites et un certain retour vers la normale au moment où on se parle. Maintenant, au niveau de la demande, ce qui est quand même assez inquiétant, on constate au Canada une baisse de la consommation d'œufs et de volailles, y compris évidemment au Québec. C'est inquiétant parce que ce sont quand même des produits de consommation pour budget limité. On s'entend, on ne parle pas ici de la viande comme le veau, qui est une viande, disons, de luxe et qui, elle, a vu une chute brutale de sa consommation. Pour le porc et le bœuf, ce n'est pas clair. On n'a pas des données précises. Évidemment, dans le cas de la volaille, avec la gestion de l'offre de manière très précise. Maintenant, si on passe à la demande du tourteau de soya, initialement avec la COVID, il y a eu une augmentation de la demande de tourteau, principalement à cause de la baisse de la production d'éthanol et donc de la baisse de la production de drèche de distillerie. Étienne viendra là-dessus un peu plus tard sur l'éthanol. Puis, on constate une certaine stabilisation de la demande de tourteau et peut-être même un fléchissement à cause justement des problèmes de production animale. Passons maintenant à la logistique. D'abord pour les intrants.
Au début de la crise de la COVID, on a eu des craintes en matière de disponibilité, que ce soit des semences ou des engrais et autres. Finalement, l'industrie a bien géré la situation et je vous dirais, les problèmes, quand il y en a eu, ont été quand même limités et vite réglés. Pour le rail, je vais un petit peu reculer. Vous vous rappellerez que le CN avait eu une grève à l'automne et ensuite on avait eu des blocus ferroviaires en février, ce qui fait que le mouvement du rail avait été fortement perturbé au Québec, ce qui, il faut le dire, nous avait aidé dans le sens que les importations de maïs américain et de sous-produits avaient été fortement perturbées, voire même stoppées. Mais avec la crise de la COVID, c'est un petit peu ironique, mais le mouvement du rail est redevenu très fluide. La principale raison, c'est que la demande de pétrole ayant fortement diminué, il y a beaucoup moins de transport de pétrole par wagon, ce qui fait que le CN et le CP ont des capacités, je dirais même excédentaires pour les autres commodités. Et d'ailleurs, ça s'est vu dans l'Ouest canadien où le CN et le CP ont établi des records de transport de grains pour les mois de mars, avril et mai. Donc, à ce niveau-là, ça va très bien. Maintenant, le dernier volet, celui de la météo. Contrairement à l'an passé, les semis ont été très actifs partout au Québec, en Ontario, aux États-Unis. Donc, un très bon démarrage, surtout aux États-Unis pour le soya et le maïs, où les pluies ont été aussi au rendez-vous. Le problème, et je vous dirais, il est assez limité au Québec. Malheureusement, nous autres, le printemps avait eu de bonnes pluies en avril et depuis le début du mois de mai, il a très peu plu un peu partout. Je regardais tantôt, du 1er mai au 16 juin, Montréal a eu 48 mm d'eau seulement. Drummondville, 44 mm d'eau. C'est clair qu'on a un déficit hydrique croissant qui commence à devenir un petit peu inquiétant. Bon, on nous annonce la pluie pour la semaine prochaine, on va se croiser les doigts, mais on commence, disons, un petit peu à être sur une pente glissante en perspective de culture, à moins, évidemment, qu'on reçoive ces pluies la semaine prochaine. Oui, c'est à moi de prendre la parole. Donc, on va parler du conflit commercial États-Unis et Chine. Tout d'abord, un petit contexte historique. Il faut savoir que la guerre commerciale sino-américaine a commencé au printemps 2018, mais a été officialisée en juillet 2018. Donc, ce qui fait en sorte que il y a eu une taxe à l'exportation de soya américain vers la Chine. Donc, ce qui fait en sorte que le soya américain était moins compétitif. Par la suite, pendant 1 an et demi, on a eu des négociations en dents de scie. Et finalement, en janvier 2020, on a eu une signature d'une entente qui a été officialisée le jour de la Saint-Valentin. Donc, essentiellement, cette entente-là, qu'on a appelée la phase 1 de l'entente, notait certaines concessions de la Chine, même d'énormes concessions venant de la Chine, dont au moins 40 milliards de dollars US par année en moyenne sur 2 ans de produits agricoles américains. Dès la signature de l'entente, plusieurs analystes étaient dubitatifs par rapport à cette entente, notamment le fait que la Chine, lorsque ça a été signé, a dit qu'elle achèterait au prix du marché, alors que la cible d'achat, elle, était un record historique. Donc, ce qui fait en sorte que c'était peu probable. Également, on a vu une récolte record au Brésil du soya, sans oublier que la Chine avait fortement investi au Brésil. Puis finalement, la monnaie brésilienne s'est effondrée, atteignant un creux historique, ce qui fait en sorte que la fève brésilienne était, abondante, mais aussi à très bon marché. Finalement, au niveau de la relation Washington-Pékin, elle s'est détériorée au niveau des derniers mois. Il faut savoir que Trump accuse la Chine d'être responsable des déboires au niveau des déboires de ce qui se passe dans la gestion de la COVID-19, alors au lieu de s'accuser lui-même, et même qu'il qualifie le coronavirus de peste chinoise depuis les dernières semaines. Ceci, évidemment, est une tactique en vue des élections aux États-Unis, afin de se faire réélire. Il y a un sentiment fort
anti-chinois aux États-Unis et donc Trump table là-dessus. D'ailleurs, peu importe qui sera le vainqueur des élections aux États-Unis, il faut savoir que le sentiment anti-chinois est tellement fort qu'il a gagné les deux parties. Donc, peu importe c'est qui le gagnant, le sentiment va persister. Par contre, là où ça va faire la différence entre Trump et Biden, ben, c'est de savoir comment on s'attaque aux problèmes chinois. Et finalement, il y a eu un autre élément qui est venu détériorer la relation entre Chine et Pékin, ben, ça a été Hong Kong. Il faut savoir que la Chine a imposé une loi à Hong Kong qui vise en fait à annuler ou du moins empêcher toute critique de la Chine continentale à Hong Kong, ce qui fait en sorte que Trump a réagi et a décidé d'enlever les privilèges qui avaient été accordés dans le passé à Hong Kong, étant donné qu'elle était indépendante, plus indépendante par rapport à la Chine continentale. Donc, c'est un système qu'on appelait deux systèmes, un seul pays. Mais pour l'instant, je vous dirais que les pressions politiques sont relativement modérées, mais il ne faudrait pas s'étonner que le Congrès américain fasse plus de pression pour être plus dur envers la Chine au cours des prochains mois. Le rythme des exportations américaines. On peut voir que pour le maïs et pour le soya, c'est fortement en baisse par rapport à l'année dernière et surtout à la moyenne des dernières années. On note un ralentissement de 7% pour le soya par rapport à l'année dernière et de 15% pour le maïs. Pour le maïs, il faut noter que le Brésil a eu de très bonnes récoltes en 2019 et en 2020, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas manqué de maïs à l'international et donc on a eu une demande plus basse au niveau de la demande américaine de maïs. D'ailleurs, il faut savoir qu'en 2019-2020, il y a eu certaines critiques par rapport à la qualité du maïs américain, notamment dans le marché asiatique, ce qui fait en sorte que le maïs a été moins en demande. Au niveau du soya, ben, on peut voir que c'est quoi les conséquences de la guerre commerciale. On voit vraiment que les ventes de soya sont en baisse par rapport aux dernières années et que finalement, l'entente de la phase 1 n'a pas vraiment eu d'effet sur les ventes américaines, si ce n'est là, de juste amoindrir l'effet de la guerre commerciale. Au niveau de la production d'éthanol, ben, on voit là, que ça a été l'une des principales victimes de la COVID-19 dans le secteur des grains. On peut voir qu'en l'espace d'un seul mois, la production a chuté d'environ 50%. Ça, c'est dû au fait que le confinement a gravement diminué la demande de pétrole brut et donc d'essence et par conséquent d'éthanol. Faut savoir aussi qu'au même moment, les stocks d'éthanol ont atteint un niveau record jusqu'à peu près à la fin avril, début mai. À ce moment-là, la production a recommencé aux États-Unis et inversement, les stocks, eux, ont diminué. Par contre, vous pouvez voir là, que malgré la remontée de la production d'éthanol aux États-Unis, on n'est vraiment pas au niveau d'avant la COVID. Par contre, faut prendre des bonnes nouvelles quand elles passent. On est quand même, on a atteint un creux au niveau de la production et là, on est plus dans une reprise de la production. Et il faut savoir aussi que le confinement n'est pas global. Là. Donc, plus le confinement va s'améliorer, plus la production d'éthanol devra augmenter. Mais si on va dans un scénario W ou en L, on s'en tournerait vers plutôt une décroissance. Mais ça, c'est un autre sujet. Évidemment, tout ça a eu une conséquence au niveau des prix. Tout d'abord, pour le maïs, pour un contrat de décembre, c'est-à-dire pour une livraison à la récolte pour le maïs, on a vu que le prix a chuté depuis le mois de mars. Il faut savoir que l'USDA annonçait des superficies assez importantes au niveau du maïs aux États-Unis. Par la suite, on a eu la baisse de la production de l'éthanol qui a fait une pression supplémentaire au niveau des prix. On a atteint environ un prix plancher d'environ 3,19 $ US le boisseau. Et par la suite, on a vu une remontée qui est due au fait de la reprise de la production d'éthanol. Par contre, cette hausse a été limitée d'une part parce qu'on annonce une bonne récolte aux États-Unis et une récolte quasi record au Brésil. Pour ce qui est du soya pour le contrat de novembre, on voit que le prix lui aussi a chuté. Par contre, contrairement au maïs, il y a eu une reprise au niveau des prix. Ça, c'est dû au fait qu'on avait une très bonne demande pour la trituration aux États-Unis. Par contre, l'absence des Chinois sur le marché américain a fait en sorte que le prix a été tiré à la baisse pour atteindre un prix un petit peu
plus élevé de 8,30 $ US le boisseau. Et par la suite, on a vu qu'en juin, il y a une remontée. Et ça, c'est dû au fait que les Chinois sont revenus sur le marché américain. D'une part, le réal brésilien s'est raffermi, ce qui fait en sorte que la fève américaine est devenue meilleur marché. Mais par contre, au final, vous pouvez constater que le niveau des prix est relativement bas. Là. On parle en ce moment là, de 3,40 $ US le boisseau pour le maïs et d'environ 8,70 $ US le boisseau pour le soya, alors que la période avant COVID et avant guerre commerciale, on parlait de 4 $ US le boisseau pour le maïs et de 10 $ US le boisseau pour le soya. Les intentions d'ensemencement. Tout d'abord, il faut constater que 2019 a été difficile pour les producteurs américains, aussi au Québec, mais particulièrement aux États-Unis avec des inondations assez importantes. Ce qui fait en sorte que les producteurs n'ont pas pu semer les superficies qu'ils espéraient, notamment au niveau du soya. Donc, on voit là que pour 2020, l'USDA annonce un retour à la normale, ce qui fait en sorte que les superficies sont en hausse pour le maïs et le soya. D'ailleurs, ces sont comparables à celles de 2016, à part pour le maïs, là, où les superficies seraient vraiment plus élevées. Donc, si le rendement se confirme aux États-Unis, on se retrouvera avec une très bonne production. Au niveau du blé, on peut voir qu'il y a une légère diminution au niveau des superficies de blé et cela confirme la tendance des dernières années, c'est-à-dire une baisse graduelle des superficies. D'ailleurs, pour le blé aux États-Unis, on annonce que c'est un creux historique. Cela est dû au fait que l'Ukraine et la Russie ont pris de plus en plus de parts de marché à l'international au détriment des États-Unis. Bon, alors je prends le relais. Là, on va regarder les taux de change par rapport au dollar américain. On a mis sur le graphique notre UR et le réal brésilien. On va commencer par le réal et c'est intéressant parce que du début mars jusqu'à la mi-mai, la monnaie brésilienne a carrément dégringolé. Elle a perdu environ 24% de sa valeur. Depuis la mi-mai, il y a eu un redressement de la devise brésilienne d'environ 13%. Quoique si vous regardez vers la droite, vous pouvez voir que le réal s'est remis un petit peu à fléchir à nouveau. Toujours est-il que, comme l'a dit Étienne, cette appréciation du réal a permis à la fève américaine de devenir nettement plus compétitive que la fève brésilienne sur le marché mondial, ce qui a évidemment encouragé les ventes de soya américain. D'autant plus aussi, il faut le souligner, que le Brésil a tellement vendu de soya en début de campagne que son programme d'exportation commence à être, disons, un peu plein pour les prochains mois. Maintenant, regardons le dollar canadien. L'évolution est un petit peu différente ici. On a eu une chute très brutale au mois de mars, d'environ 8% entre le début du mois de mars et la période du 18-19. Depuis, on a quand même un redressement du UR qui a regagné environ 6,5% de sa valeur. C'est certain que dès qu'on parle de redressement de notre monnaie vis-à-vis du dollar américain, c'est négatif pour les prix, surtout pour les bases locales ici. Au moment où on se parle, le UR est un petit peu en dessous de 74 cents, mais je vous dirais le gros impact de la COVID sur le taux de change, pour le moment, semble quand même un petit peu passé en ce qui concerne le UR. Alors, voici maintenant les intentions d'ensemencement pour le Canada. On vous a mis ici l'Ontario et le Québec. On peut faire un même constat. C'est une augmentation des superficies de maïs et des céréales aux dépens des oléagineux, soya, canola, etc. Si on regarde d'abord le maïs, l'Ontario, ce qui est vraiment frappant, ce sont les superficies de maïs qui sont prévues atteindre un niveau record pour l'Ontario de plus de 931 000 hectares. Évidemment, ce sont les intentions. On verra les ensemencements en tant que tels lorsque Statistique Canada publiera le rapport du 29 juin. Mais partis comme ils sont, les Ontariens pourraient très bien avoir, évidemment, une production record de maïs cette année.
Regardez aussi le blé en Ontario, c'est pas un niveau record, mais quand même, c'est une augmentation très substantielle des superficies de blé, alors que le soya, lui, chute assez significativement. Maintenant, pour le Québec, on a une augmentation du maïs. Le soya baisse, mais un petit peu, c'est pas comme en Ontario, c'est une baisse plus réduite. Par contre, regardez le blé, c'est une superficie record de blé pour le Québec d'environ 96 000 hectares, ce qui est quand même très élevé. Alors, il faut aussi quand même souligner que l'engouement pour les céréales est compréhensible, vu les bons prix des céréales des derniers mois et les bonnes perspectives de prix aussi pour la nouvelle récolte. Un dernier mot pour le Québec. Si on fait le total des 6 principales productions, on obtient environ 994 000 hectares, donc une hausse de 18 000 hectares par rapport à l'an passé. Mais bon, on verra dans une dizaine de jours quels sont les semis réalisés, mais voici le portrait au moment où on se parle. Maintenant, voici l'offre et la demande de maïs au Québec. C'est un tableau qui comprend assez de chiffres. On va passer un petit peu de temps là-dessus. Je vous demanderai de regarder la colonne du milieu d'abord, 2019-2020. Bon, on part avec les superficies ensemencées telles que rapportées par Statistique Canada, 383 000 hectares. Par contre, et c'est très important ici, les superficies récoltées, c'est l'estimation des PGQ. On l'a mise à 370 000 hectares à cause des conditions atroces de l'an passé avec tout ce qui s'en est suivi. On est sûr et certain que Statistique Canada devra revoir leurs chiffres, mais pour le moment, ils l'ont pas fait. Donc, on a adopté un chiffre maison, si vous voulez, de 370 000 hectares. Le rendement est celui de Statistique Canada, 8,9 tonnes d'hectare, ce qui donne une production évidemment un peu plus basse que celle de Statistique Canada de 3, on va arrondir 3,3 millions de tonnes. Maintenant, on descend un peu plus bas et c'est là la vraie question, la consommation intérieure. On a mis un chiffre ici de 3 207 000 tonnes, donc en baisse par rapport à 2018-2019. Comme vous voyez, on montre une baisse de la demande d'environ 150 000 tonnes. Je pense que c'est tout à fait justifié avec la baisse de production de poulet et d'autres viandes au Québec. Et puis, évidemment, il y a aussi la production d'éthanol. Il faut le souligner, l'usine de Varennes fonctionne au ralenti depuis le début de la crise de la COVID. Au départ, Varennes fonctionnait aux 2/3 de sa capacité. Aux dernières nouvelles qu'on a eues hier, l'usine est revenue progressivement, mais juste à 90% de sa capacité. Donc, même au moment où on se parle, l'usine de Varennes n'est toujours pas revenue à 100%. Alors, évidemment, ici, la question peut se poser, est-ce qu'on est assez pessimiste? En tous les cas, voilà le chiffre qu'on utilise, ce qui fait qu'on termine avec des stocks de report de 540 000 tonnes. Maintenant, si vous vous reportez sur la colonne de droite, 2020-2021, on part avec les superficies de Statistique Canada, évidemment. On n'a pas encore le rendement estimé qui viendra dans le rapport du 29 juin. Alors, les PGQ, on a utilisé un rendement moyen pour le maïs de 10 tonnes d'hectare qui correspond, disons, à la tendance des dernières années. Là-dessus, je vous dirais, il y a 3 ou 4 semaines, Étienne et moi, on était pas mal confiants avec les semis très hâtifs. Vu le manque de pluie depuis 45 jours, on commence à se poser des questions là-dessus. Écoutez, je vous dirais, on verra si on reçoit les pluies ou pas la semaine prochaine. Si le temps sec perdure, probablement que 10 tonnes l'hectare est un petit peu trop généreux. Alors ici, à nouveau, si vous allez un peu plus bas, c'est la consommation intérieure qui est la vraie question. On a mis un petit regain avec 3 255 000 tonnes, mais comme vous pouvez voir, on est encore plus bas qu'en 2018-2019. Donc, on se situe un petit peu dans ce scénario W ou L, où la situation ne revient pas à la normale rapidement. Donc, dans ce scénario, avec 10 tonnes l'hectare et une production de plus de 3 900 000 tonnes
de maïs au Québec, on aurait des exportations de 700 000 tonnes. Et donc, on finirait avec des stocks de report d'environ 590 000 tonnes. Puis évidemment, si on regarde les prix, on a mis une fourchette de 180 à 210 dollars la tonne. Si vous prenez tout simplement le prix médian, ce serait 195 dollars la tonne, prix à la ferme, comparativement à 230 dollars pour l'année en cours et 218 pour l'an passé. Alors, en conclusion, et je pense que vous avez vu venir à cette conclusion de par les propos, pour le moment, on regarde un scénario baissier pour 2020-2021, surtout pour le maïs. La nouvelle récolte s'annonce abondante alors que la demande, elle, est très incertaine. Pour le soya, c'est un peu plus mitigé. On a quand même vu un bon retour des Chinois sur le marché de la fève, mais là encore, et comme l'a souligné Étienne, c'est une question éminemment politique. Si les relations sino-américaines dérapent à nouveau, on pourrait avoir une nouvelle interruption des achats chinois. Donc, c'est vraiment plus, je vous dirais, politique à ce niveau-là. Alors, voici notre conclusion et je pense que Julie va avoir quelques mots qui vont suivre. On va laisser Étienne continuer. Donc, je vois pas de questions qui a été écrites dans les commentaires. Bon, ben, regarde, vous avez des questions, vous pouvez les poser. Cliquez sur la barre de dialogue, chatter, dont l'icône se situe en haut à droite de l'écran, et écrire votre question dans le bas de l'écran, dans l'espace prévu, et cliquez sur envoyer. Donc, j'en ai une à l'instant. Ramzi, la qualité du maïs grain 2020 est-elle bonne? Stéphane, ta question, c'est pour... Mal posé ma question parce que je voyais Étienne qui accélérait puis je n'étais pas assez vite. Si vous permettez, je vais préciser vocalement. Oui, vas-y. Vous avez montré, Ramzi et Étienne, tantôt, le stock final de cette année en silo. On ne tient pas compte de la qualité de ce maïs-là. Il ne sera pas facile à vendre de 540 000 tonnes. C'est ça? 50? C'est un très bon point, Stéphane. Effectivement, les stocks de report, on va le dire, sont de qualité médiocre. Je pense, et je crois que tu seras d'accord, Stéphane, qu'il va y avoir beaucoup de blending, de mélanges qui vont être faits entre ce qui reste dans les silos et la nouvelle récolte. Je dirais d'ailleurs un conseil aux producteurs de faire très attention parce que les mélanges peuvent être parfois à double tranchant, mais c'est certain que dans les chiffres qu'on a montrés, il y a beaucoup de 3, de 4 et probablement même de numéro 5. Merci, Ramzi. Parfait. On a une autre question qui vient de M. Fontaine. Le prix de 230 la tonne aujourd'hui est-il un peu fort? Je peux peut-être répondre à celle-là. Faut savoir que le prix qu'on met en moyenne, c'est la moyenne annuelle. Donc, c'est pas nécessairement le prix d'aujourd'hui. Donc, c'est comme si on essayait de deviner le chiffre de l'Astra dans le temps où le maïs était sous l'Astra. Donc, effectivement, aujourd'hui, un prix à 230 la tonne, si vous êtes capable de booker ça, ben, je vous souhaite de le faire, mais ça risque de pas être le cas présentement. Le marché de mémoire est autour du 210 la tonne, si ma mémoire est bonne. Donc, disons que, ouais, c'est ça. Le prix est vraiment très fort à 230, mais c'est ça, faut savoir que c'est une moyenne annuelle. Je vais prendre la suivante, Étienne. Oui. Stéphane nous demande, la récolte 2019 peut-il finir vers 180 la tonne? Oui. Même plus bas, c'est possible. C'est tout à fait possible, Stéphane. Maintenant, avant de tirer la sonnette d'alarme, voyons quand même voir les conditions du Midwest. C'est vrai qu'avec les semis très actifs et les bonnes pluies à date, au fond, tout ce qu'ils ont besoin, c'est 2-3 semaines de pluie, puis le rendement sera pas mal canné. Nous autres, évidemment, on va espérer qu'on aura la pluie la semaine prochaine. Mais oui,
c'est certain que pour le moment, le scénario est pas mal pessimiste. Quand même, Stéphane, il faut garder un autre facteur en vue, et celui-là, honnêtement, est assez imprévisible, le taux de change. Le dollar avait baissé en dessous de 69 cents, il est remonté quasiment à 74. Où est-ce qu'il va être dans 3 mois? 74, au-dessus, où on va retomber? Il y a beaucoup de questions là-dessus. Mais mon conseil à tous les producteurs serait de quand même prendre des précautions parce que la fourchette du bas pourrait être assez basse. Ouais. Prochaine question. Savez-vous combien de maïs grain américain est cédulé pour cet été? Non, on ne sait pas. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'on n'a pas vu grand navire décharger ce printemps. C'est peut-être un peu surprenant, mais d'un autre côté, il faut quand même se rappeler que le rail, le mouvement ferroviaire fonctionne super bien. Ça se peut aussi qu'on en ait moins par bateau et qu'il y ait plus de maïs américain qui rentre par rail. L'autre chose, comme certains acheteurs me l'ont mentionné, il faut quand même souligner que la demande est au ralenti. Que ce soit l'éthanol, que ce soit la production animale, la demande est au ralenti. Mais malheureusement, on ne sait pas les tonnages de maïs américain qui ont été bookés ou qui sont en voie d'acheminement. Ce serait une information très intéressante à avoir. Je vais même rebondir là-dessus. Il faut savoir aussi que le maïs américain, lorsqu'il vient au Québec, ben, il rentre d'abord en Ontario. Donc, c'est difficile de savoir quelle proportion du maïs qui est rentré en Ontario reste en Ontario et quelle est l'autre proportion qui va au Québec. Donc, c'est vraiment très difficile à évaluer cette demande-là. J'irais verbalement parce que c'est difficile à écrire, là. Comme consommateur, acheteur de maïs l'an passé, suite au battage, c'est certain que personnellement, j'aurais commandé du maïs américain pour arriver cet été, pour mélanger, pour donner à mes animaux. Est-ce que ces commandes-là peuvent être cancellées ou l'expéditeur américain va vouloir envoyer son maïs américain? Puis comme on n'a plus besoin ou on en a besoin de moins, mais ça va grossir la disponibilité de maïs aux acheteurs. Je pense voir venir un petit peu où tu t'en vas, Stéphane. Est-ce qu'on pourrait se retrouver avec un surplus de maïs sur les bras? Dans le sens que tout ce maïs commandé d'avance qui arrive alors que la demande est au ralenti. C'est possible. On constate que le marché actuellement est assez faible. On ne sent pas une demande soutenue. Normalement, en fin de saison, parce que quand même, on est à la mi-juin, normalement, ça se resserre. Ce n'est pas le cas cette année. Maintenant, l'autre inconnu, évidemment, c'est la demande. Varennes, maintenant, est revenu à 90% de sa capacité. Est-ce que, par exemple, et je pose la question, est-ce que Varennes va revenir à 100% le mois prochain? Est-ce que, par exemple, la production de volailles et d'œufs, etc., va rebondir au Québec? Pour le moment, rien ne semble de très positif, mais il faut quand même garder à l'esprit avec cette fameuse COVID. On a eu beaucoup de surprises, beaucoup d'imprévus. C'est une situation très fluide. Il faut continuer à la suivre de près, de très près. Mais c'est possible, Stéphane, qu'on puisse se retrouver avec un certain surplus à un moment donné dans les prochaines semaines. Bon, donc, on n'a pas plus de questions. On va vous laisser peut-être un petit 5 secondes pour poser les dernières questions. Je vais prendre l'occasion pour vous remercier. Oui, ben on vous remercie de votre participation. On sait que c'est un marché qui est très difficile à suivre et il y a une bonne demande pour de l'information de qualité. Et j'espère que cette présentation-là va vous avoir éclairé dans votre mise en marché et dans votre commercialisation à venir, notamment pour la prochaine récolte. Merci, au revoir.